Bonjour à ceux qui nous rejoignent, l'invité politique de Public Sénat, de la presse quotidienne régionale, des télés locales de France, les uns des radios, 130 radios qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde ce matin. Eh bien bonjour Jean-Claude Mailly, merci d'être là, vous êtes le secrétaire général de Force Ouvrière et pour vous interroger à mes côtés, eh bien Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour Oriane. Bonjour Cyril, bonjour. De retour de Marseille et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représente les dernières nouvelles d'Alsace ce matin sur ce plateau. Merci Pascal. Jean-Claude Mailly, vous m'avez dit il y a un instant en antenne l'avoir connu, c'est la disparition de Louis Vianney, décès d'un grand syndicaliste, l'ancien secrétaire général de la CGT, figure des grèves de 1995. Vous vouliez dire quelque chose sur lui? Oui, non, moi c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'était quelqu'un de direct, qui a fait quand même évoluer la CGT quand il était secrétaire général de cette organisation. Et on avait gardé quelques contacts d'ailleurs. Ah oui. Oui, on avait gardé quelques contacts épisodiques. Pendant sa retraite. Oui, il était retiré en Ardèche. Et non, c'est vrai, c'était un grand militant. C'était aussi un artisan de l'unité syndicale, Jean-Claude Mailly. Est-ce qu'aujourd'hui, les syndicats doivent dépasser leurs divergences pour parler d'une seule voix et tenter de peser sur les réformes Macron? Si c'est possible, oui. Maintenant, vous savez, c'est pas automatique ce genre de choses. S'il y a un pluralisme syndical dans notre pays, c'est qu'il y a des conceptions syndicales différentes. Maintenant, quand on peut avoir une unité d'action sur des bases assez claires, tant mieux. On pèse plus quand on est ensemble que séparément, c'est évident. Mais on a vu que dans la dernière période, c'était pas aussi simple que ça. Il y a une réunion demain soir, on verra ce que ça donne. Alors justement, demain soir, qu'allez-vous proposer et quel est le but de cette réunion, puisque la loi travail, c'est un peu derrière nous quand même? Tout n'est pas fini dans la loi travail. Il y a encore des décrets à sortir. Il va y avoir des recours juridiques. Nous-mêmes allons faire vraisemblablement des recours juridiques. On est en train d'y travailler, à la fois, par exemple, sur le référendum ou sur la suppression du CHSCT. Nous souhaitons qu'il y ait une date de mobilisation avant le débat sur la ratification, donc avant la semaine du 20 novembre. Ce sera un des débats demain soir et on verra sur quel thème. Il n'y aura pas que la loi travail, parce qu'il y a toute une série de dossiers en cours. Il y a les problèmes dans le service public, il y a les problèmes de l'assurance chômage, avec les craintes que l'on peut avoir, même si le dossier n'est pas bouclé. Il y a encore des semaines où il y a pas mal d'incertitudes. Mais vous pensez qu'une manifestation unitaire est possible? On verra demain. Écoutez, on déjà voir le tour de table. Il y a du monde demain autour de la table. Il y a tous les syndicats de salariés, plus les syndicats d'étudiants et de lycéens. Donc, on va essayer de trouver un point commun. En tous les cas, il y aura quelque chose. Après, on verra quelles sont les organisations qui seront présentes. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, est notre invité ce matin. Les consultations ont débuté sur la réforme de l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'apprentissage. Est-ce que vous faites encore confiance à l'exécutif, aux têtes de l'exécutif ? Mais c'est pas une question de confiance, c'est une question à la fois de méthode et de contenu. Là, on a rencontré les uns les autres le président de la République. La semaine dernière, on a rencontré le Premier ministre. Bon, on a surtout parlé de méthode plus que de contenu. La méthode va varier. Mais le dialogue est là, quand vous les voyez? Oui, il y a un dialogue. Le dialogue est là, effectivement. Et on va rencontrer les uns les autres la ministre du Travail assez rapidement. Moi, je la rencontre demain matin. Donc, ça veut dire qu'à la fois sur l'échéancier, on va démarrer par les questions d'apprentissage, ensuite début novembre formation professionnelle et on démarrera l'assurance chômage fin novembre. Voilà. Mais est-ce que pour vous les choses sont claires ou est-ce qu'il y a encore du flou? Tout n'est pas arrêté. Je vais reprendre la formule que j'avais prise au moment de la loi travail. Ils ont annoncé des têtes de gondole comme dans les magasins, mais il n'y a rien dans les rayons pour le moment. Donc voilà, formation professionnelle, apprentissage, il y a des idées qui sont émises. Nous, on a, y compris sur tous les dossiers, nos lignes rouges. Sur l'assurance chômage... Lesquelles? Si vous prenez sur l'apprentissage, par exemple, nous, on ne veut pas qu'il y ait d'antinomie entre les lycées professionnels, l'enseignement professionnel qui fait un véritable travail, et puis les centres de formation d'apprentis, par exemple. Je pense que sur l'apprentissage, ça va un peu tendre avec les régions d'ailleurs sur cette question-là. Ou sur la formation professionnelle, on ne veut pas que le salarié demain se retrouve avec un compte individualisé, seul face aux organismes de formation. On veut qu'il y ait un accompagnement, que ce soit un droit personnel géré collectivement. Voilà, ça fait partie des exemples et des choses qu'on traitera avec eux. Sur l'assurance chômage, le président veut l'élargir aux démissionnaires, aux indépendants. Ça peut coûter très cher, alors faut-il continuer à le réserver aux salariés du privé, comme c'est le cas actuellement? D'abord, je vous rappelle qu'il y a deux déclarations communes des 5 confédérations et des 3 organisations patronales disant nous on souhaite conserver notre responsabilité d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas la gestion de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est déjà l'État qui gère. Mais on souhaite conserver le droit par délégation de l'État à fixer le niveau des cotisations
et des prestations. Et vous craignez de la perte, cette responsabilité avec cette réforme ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le remplacement de la cotisation salariale, ce qu'elle veut faire le gouvernement, par la CSG. Je rappelle que la CSG, c'est pas une cotisation. Les plus optimistes disent c'est une contribution, mais en fait c'est quand même un impôt d'une manière ou d'une autre. Donc ça renforce le poids de l'État, même s'il restera la cotisation patronale d'assurance chômage. Premier problème. Deuxième problème, on veut pas que tout soit mélangé. Je veux pas d'un système où serait un système à minima, anglo-saxonne, le même droit pour tout le monde, et qu'ensuite chacun se débrouille au-dessus. Nous, on souhaite conserver un vrai système assurantiel pour les salariés. Les démissionnaires, ça peut se regarder. Vous savez qu'il y a déjà au moins une vingtaine de cas dont les démissionnaires peuvent bénéficier de l'assurance chômage en cas de problème. Exemple, quelqu'un qui suit son conjoint, il a le droit à... Ça peut coûter cher. Ça dépend comment on ouvre. Si on fait open bar, ça peut coûter très cher. Les fourchettes vont de 4 à 14 milliards. Donc c'est pour ça que le gouvernement, je pense, n'a pas arrêté sa philosophie en la matière. Et c'est pareil pour les indépendants. On veut pas les indépendants peuvent avoir droit à un système d'assurance chômage, mais il ne faut pas qu'il y ait de mélange avec les salariés. C'est pas du tout la même situation. Je prends juste un exemple. Quel est le fait générateur qui ferait qu'un indépendant a droit à l'assurance chômage ? C'est pas aussi évident que ça. Puis il y a des indépendants qui n'en veulent pas. Des indépendants qui disent on n'a pas les moyens de payer. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'une équation assez compliquée à résoudre. Et est-ce que vous avez eu des garanties de l'exécutif sur le fait que les indemnités chômage ne baisseraient pas ? Oui, on a la garantie qu'il n'y aurait pas de remise en cause à la fois du niveau d'indemnisation, des durées d'indemnisation, puisque c'est la convention que nous avons négociée qui va continuer à perdurer. La seule chose que veut discuter le gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi. Vous savez, déjà dans les textes aujourd'hui, si vous refusez 2 fois, vous pouvez être sanctionné par l'assurance chômage. Maintenant, je pense que le gouvernement va se rendre compte que c'est pas aussi évident que ça, cette question d'offre raisonnable. Sur la formation professionnelle, la Cour des comptes dit régulièrement que c'est mal géré, mal orienté, qu'il y a trop d'acteurs. Alors que faut-il faire ? Faut-il donner ça aux régions qui ont très envie de s'en occuper, remettre à l'État, ou laissez-vous les partenaires sociaux gérer tout ça ? C'est pas nous qui gérons tout. Je vous rappelle que sur les 32 milliards d'euros que représente l'ensemble de la formation professionnelle, les interlocuteurs sociaux, à travers les branches qu'on appelle les OPCA, gèrent à peu près 6 milliards. Donc après, le reste, c'est l'État, les régions, les entreprises, etc., ou l'administration. Donc on est loin de tout gérer. Il y a des choses à faire. Moi, je pense que ça, le gouvernement s'y engage. Il faut faire le ménage dans les organismes de formation. Il y en a beaucoup trop et sont jamais contrôlés, évalués. On peut très facilement créer un organisme de formation sur Internet. Après, il n'y a pas de contrôle, pas d'évaluation. Donc là, il y a un ménage à faire sur ces questions-là. La responsabilité des régions, est-ce que le gouvernement voudra l'orienter plus vers la formation des demandeurs d'emploi, par exemple ? Vous savez que c'est toujours compliqué. C'était l'État, après c'était transféré aux régions. Ça se regarde, mais à condition, et là on a eu a priori une réponse positive, il ne faut pas que ça conduise à une régionalisation de Pôle emploi. Il faut que Pôle emploi reste... Vous êtes contre la régionalisation parce que certaines régions, je pense notamment au Grand Est, disent oui, il faut qu'on travaille ensemble, il faut que Pôle emploi soit rattaché à la région. Non, c'est une erreur. Écoutez, moi je ne suis pas pour une... Les Allemands le font et ça marche bien. Oui, mais on n'est pas en Allemagne. C'est une république fédérale, c'est pas notre type de république. Ou alors il faut changer la constitution. Non, mais... Donc, non, puis je me méfie, y compris dans l'Est, il y a eu des tentatives un peu, je dirais, autonomie d'une certaine manière, y compris pouvoir adapter à un moment donné, je me souviens des débats, la fusion des 2 conseils départementaux pour adapter le code du travail. Si c'est ça, on n'est plus dans la République. Donc il doit y avoir des règles communes à tout le monde. Non, Pôle emploi doit rester, et le gouvernement nous a répondu oui, un opérateur national. Vous savez, le transfert aux régions, ça marche pas toujours très bien. Je vais prendre un exemple. Quand l'AFPA, qui est toujours en difficulté, qui était de la responsabilité de l'État, a été transférés dans la formation professionnelle aux régions, on a vu des situations ubuesques qu'on voit toujours aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des directeurs de centres AFPA qui passent leur temps à répondre à des appels d'offres. Et comme l'AFPA a les pieds plombés par son patrimoine, etc., il y a de grandes difficultés, alors que c'est un organisme qui fonctionne bien. Donc c'est la régionalisation, d'abord ça conduit à des situations diverses d'une région à une autre. À un moment donné, ça remet en cause l'égalité de droit. Et dans cette réforme très large, il y a un point qui met le patronat en colère, c'est celui des bonus-malus. Plus les employeurs ont recours à des contrats courts et plus ils vont devoir cotiser. Est-ce que pour vous, c'est un bon système ? Ah oui, c'est quelque chose qu'on réclame depuis 2004. Vous voyez, on a de la constance dans notre revendication. Oui, parce qu'il faut savoir que la moitié des prestations de l'assurance chômage
c'est dû à des fins de contrats précaires. C'est pas les salariés qui sont responsables, bien entendu, mais c'est l'abus de contrats précaires, qui plus est depuis quelques années des contrats précaires très très courts. Donc à partir de là, c'est une question de bon comportement. Si on prend dans un secteur avec une moyenne de recours à la précarité de X%, une entreprise qui serait en dessous paierait moins de cotisations, une entreprise qui est au-dessus paierait plus. Philippe Martinez, par exemple, lui dit qu'il faut uniquement un malus. Est-ce que vous le suivez sur ce point? Non, nous on a toujours parlé de bonus-malus. Hein, ça veut dire que l'objectif c'est quoi? C'est que ce soit assez incitatif pour changer le comportement des entreprises. Donc nous on a toujours parlé d'un système de bonus-malus. Pierre Gattaz, le patron des patrons, propose un suivi et un contrôle des chômeurs journaliers ou hebdomadaires. Que lui répondez-vous? Qu'il se taise. Voilà, c'est tout. Écoutez, franchement, c'est de la provocation. Bon, il est familier de ce type de sortie, etc. Je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Bon, enfin, si c'était à l'ordre du jour, on serait contre. Mais je pense qu'il devrait s'abstenir de tels comportements. C'est une stigmatisation des chômeurs, selon vous? Bien sûr que c'est une stigmatisation des chômeurs. Alors, au-delà de la phrase de Pierre Gattaz, qui fait polémique, est-ce que, selon vous, il faut quand même renforcer ce suivi et ce contrôle des chômeurs? Mais il y a déjà, on va avoir des éléments bientôt, puisque Pôle emploi a travaillé sur ces questions-là. Il devrait bientôt rendre public les résultats de ce qu'il a fait sur cette question-là. Qu'il faille un suivi, un contrôle, bien entendu. Mais attendez, la très grande majorité des gens qui sont au chômage, ils aimeraient bien bosser. Hein. Donc il peut toujours y avoir ici ou là, comme dans tout système, des gens qui peuvent abuser, c'est évident. Mais si à un moment donné ils abusent, qu'il y ait des sanctions, c'est déjà prévu dans les textes. Mais il ne faut pas non plus stigmatiser en permanence les chômeurs. Il n'y a pas 6 millions d'emplois disponibles dans notre pays. Pascal Jalabert. Oui, sur un autre sujet qui concerne les cotisations, les allocations familiales doivent-elles rester universelles? Oui. Oui, tout simplement parce que si on tient compte des revenus pour l'ensemble des allocations familiales, il y arrivera un moment où ceux qui seraient pénalisés, qui n'en auraient plus, commenceront à critiquer l'existence même de la sécurité sociale. Ils diront, attendez, pourquoi j'en bénéficierais? Moi, je veux plus y être. Et imaginez un seul instant, certains y pensent, que ce ne soit pas simplement les allocations familiales, mais demain on fasse ça sur l'assurance maladie. Et qu'on dise par exemple, les 2 ou 3 premiers 1000 euros de dépenses ne sont pas pris en charge au-dessus de tel revenu. Il y a des gens qui récuseront le système même de sécurité sociale. Ça veut dire qu'elle explose à partir de là. Donc il faut garder l'universalité dans tout le système de protection sociale collective. Mais le gouvernement souhaite lancer un grand débat sur la politique familiale. Est-ce que vous pensez quand même que c'est une bonne chose que ce débat soit lancé? On peut toujours débattre, ça c'est pas un problème. Mais si le débat conduit à remettre en cause l'universalité, on ne sera pas d'accord. Alors la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté hier ses mesures pour réduire le déficit de la sécurité sociale. Un plan qui repose sur l'hôpital, plus d'ambulatoires, une politique de la performance et non du chiffre. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Je demande à voir. Je demande à voir parce que personne n'est contre le fait qu'il y ait plus d'ambulatoires, notamment quand on est patient. Si on peut sortir le soir même plutôt que de rester 3 jours, c'est plutôt mieux. Sauf qu'il faut savoir que pour développer l'ambulatoire, il faut beaucoup d'investissements. Ça se fait pas comme ça automatiquement. Or, on est toujours dans des budgets qui sont très serrés. L'hôpital, comme l'ensemble de la fonction publique, ils ont d'énormes problèmes. J'étais à Lyon il y a pas longtemps. J'ai eu l'occasion de visiter un hôpital. Tous, personnel, direction, médecins me disent on est à l'os, on n'arrive plus à faire notre boulot. Donc j'ai entendu que la ministre voulait réformer aussi le mode de tarification des hôpitaux, remettre en cause la tarification à l'activité qui est un système de régulation prix-volume qui est inflationniste. Ça ok, mais pour le remplacer par quoi? Donc je suis prudent parce qu'on serre beaucoup les boulons sur les aspects financiers et c'est très compliqué dans les hôpitaux. Est-ce que vous demandez du coup que la suppression de 120 000 fonctionnaires qui est envigée pendant le quinquennat épargne la fonction publique hospitalière? C'est pas simplement la fonction publique hospitalière. J'ai demandé au président de la République, c'est la 3e président de la République à qui je demande ça, qu'il y ait un vrai débat sur le rôle et les missions du service public républicain. On pourrait faire ça dans le cadre du commissariat à la stratégie et à la prospective. Il m'a dit oui, j'espère que c'est pas comme les 2 précédents qui disent oui puis qui l'ont pas fait. J'espère que ça va avoir lieu. Mais plutôt que de faire ce qu'ils appellent Forum 2022, qui va être un peu des grands-messes, trucs, consultations Internet, avec des remises en cause possibles de missions de service public. Il faut que le gouvernement dise clairement quelle est sa conception du service public. On a l'impression que les gouvernements successifs, ils pratiquent le rabot, mais ils ne veulent pas expliquer ce qu'ils veulent. Afin que tout le monde puisse se positionner correctement. Alors, on devra avoir ce débat, j'espère qu'il va bientôt être mené. Oui, sur un sujet d'actualité, demain il y a une réunion sur la directive travailleurs détachés. Quelle est votre position là-dessus ?
Là, la France a une position plutôt en avant sur ces questions-là. J'espère qu'il finira par y avoir une majorité qualifiée pour qu'on révise cette directive et notamment tous les abus qui existent actuellement dans différents secteurs. C'est-à-dire que les étrangers doivent payer les mêmes cotisations quand ils viennent en France. Un travail égal, salaire égal. C'est ça la règle. Donc il faut que ce soit appliqué partout. Jean-Claude Mailly, l'éclairage ces dernières semaines était édifiant sur le sujet, le harcèlement. Est-ce qu'il faut améliorer la protection des salariés qui dénoncent le harcèlement dans l'entreprise, selon vous ? Oui, bien sûr, c'est toujours très compliqué quand un salarié ou une salariée se dit victime de harcèlement. Elle risque ou il risque. Il n'y a pas assez de protection aujourd'hui. Si, il y a, ça existe, c'est interdit, etc. Regardez bien, on a obtenu, par exemple, dans le cadre des indemnités prud'homales, les cas de harcèlement et de discrimination soient hors plafond. Sauf que c'est toujours très délicat. Il y a combien de salariés qui ont fini au placard ou perdu leur boulot. Donc, non, il y a encore beaucoup de choses à faire en la matière. Jean-Claude Mailly, vous allez quitter FO à la fin du mois d'avril. Est-ce que FO, je quitte mon poste. Votre poste, mais pas FO, pardon. Oui, le secrétaire général, bien sûr. Alors, bon, on ne parle pas de retraite pour vous, vous êtes encore jeune. Est-ce que ça vous donne une liberté de parole aujourd'hui, peut-être plus importante que si vous aviez à vous faire élire à la tête de l'organisation particulièrement. syndicale? Moi, j'ai toujours essayé de dire ce que je pensais dans le cadre des mandats qui me sont confiés. Je ne pense pas être quelqu'un qui pratique la langue de bois. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je ne sais pas encore arrêté. Je ne demande rien au gouvernement, je le dis tout de suite, parce que ça circule des trucs, je ne sais pas quoi, de folie. Non, je ferai autre chose, parce qu'on ne peut pas passer d'une hyperactivité à rien du tout, mais c'est en train de réfléchir, c'est pas encore bouclé. D'accord, vous viendrez nous le dire ici? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, qui reste à Force Ouvrière après son départ du poste de secrétaire général en avril prochain. Voilà, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci d'avoir été l'invité politique ce matin de Territoire d'Info. Voilà, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, quitte ce plateau et font leurs entrées Jean-Pierre Vachet, le directeur d'antenne de TLM, Télé Lyon Métropole, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info, votre chaîne de télévision TNT locale à Lyon et partenaire de cette matinale d'info. Rebonjour, merci d'être avec nous. Et Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre, qui était également présent dans la première partie de cette matinale. On démarre tout de suite avec ce qu'a dit Jean-Claude Mailly sur la loi travail. Peut-être Michel Richard. Tout n'est pas fini. Est-ce exact d'ailleurs que tout n'est pas fini? Il a dit Jean-Claude Mailly, tout n'est pas fini. Oui, parce que qui dit loi dit décret d'application. Débat sur la ratification, des choses peuvent se passer avant ça. Vous savez la fameuse formule, le diable est dans les détails. Par conséquent, la loi peut être ce qu'elle est, mais elle peut être corrigée, aggravée, améliorée, que sais-je, par des décrets d'application. Donc il faut être très vigilant, c'est ce que dit Jean-Claude Mailly là-dessus. Et il a là-dessus effectivement une position un peu raide par les recours juridiques dont il dit qu'il va les faire et qui contrebalance ce qui aura été quand même sa position globale vis-à-vis de cette loi travail, qui aura été une position très consensuelle. Très modérée, Moi je trouve que ça sent un peu le rétropédalage par rapport à sa réaction lorsqu'il y a eu la présentation officielle. On dit que ça lui a été beaucoup reproché en interne, à l'intérieur. Globalement, sans donner un satisfecit complet, mais une approbation dans les grandes lignes. Et puis, la réaction, je dirais, de la base de Force Ouvrière, qui a été assez virulente, effectivement. Et donc aujourd'hui, on sent que Jean-Claude Mailly, fait ce qu'on appelle en politique un rétropédalage. Alors, tour de table demain, dit-il, avec d'autres syndicats, bien sûr, on va essayer de trouver des modes d'action. Alors, c'est là, quel peut-il être ces modes d'action, Michel Richard? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Oui, manifestation encore. Ce qui a été initié jusqu'à maintenant, franchement, n'a pas été un grand succès. Alors, il y a quand même une chose qui est nouvelle, c'est que demain, dans cette réunion, il y a les syndicats, lycéens et étudiants. C'est ce qu'il a dit ce matin. Oui, exactement. Et ça n'est pas sans importance, parce que comme vous savez, Jean-Luc Mélenchon, son ambition pour faire mieux vivre ces mouvements qu'il initie et qui font flop quand même, il faut bien le dire, c'est d'impliquer la jeunesse. Parce que ça, pour le coup, effectivement, dès que vous avez des lycées ou des universités qui sont en grève, ça prend tout de suite une connotation très différente. Les gens, tout de suite, ont un petit peu peur.
ne serait-ce que dans le maintien de l'ordre de ces manifestations lycéennes et étudiantes. Vous savez, on vit tous sous le coup de Malek Oussekine, cet étudiant qui avait été tué, etc. Et donc, ça change la physionomie des choses. Et il y a quelque chose de dérangeant, si je puis me permettre, à cet enchloussage des mouvements lycéens et étudiants. Parce que certes, ils sont concernés en tant que futurs salariés, en tant que futurs malades, en tant que futurs fonctionnaires, oui, bien entendu. Mais les embrigader dans ces manifestations potentielles a quelque chose de, je ne sais pas, troublant. Et puis je pense que ce qui est compliqué pour les organisations syndicales, c'est qu'il y a quand même de vraies discussions, de vraies négociations. Tout le monde a reconnu que même ceux qui n'étaient pas d'accord, il y avait eu large concertation, consultation, une quarantaine de réunions sur la réforme de la loi de travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué à partir de là, même si au final les conclusions et ce qui est décidé par le gouvernement ne correspond pas à ce que souhaitent les organisations syndicales. C'est quand même compliqué de mobiliser dès lors qu'il n'y a pas d'accord général entre toutes les organisations syndicales sur ce qu'il faut faire, quelle réaction à adopter. Et on voit très bien les divergences très claires entre la CGT d'un côté, CFDT de l'autre, et FO encore, c'est encore autre chose. Donc oui, je pense que le gouvernement met beaucoup de choses sur la table, beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur des tas de sujets. Mais un front commun uni des syndicats, on voit qu'il n'existe pas. Alors d'autant plus qu'il faut quand même dire, ce qui est frappant quand même dans l'interview qu'il vient de donner ici même, c'est qu'il est très mesuré. Oui, très modéré. Très modéré. Justement, alors sur les consultations qui ont débuté sur la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, quand on lui pose la question « Faites-vous confiance à l'exécutif ?», la réponse est encore oui, quasi. Oui, sur beaucoup de ces... Il y a dialogue, a-t-il dit. Voilà, il y a dialogue. Dans sa bouche, ça n'est pas rien. On l'a entendu combien de fois dire que, justement, il y avait un mauvais dialogue ou pas de dialogue. Là, il y en a un. Il y a un certain nombre d'assurances sur les lignes rouges. Alors, toutes ne sont pas encore purgées, si je puis dire. Mais enfin, il y a ça. Et on est quand même frappé de voir... quand on regarde la sinusoïdale des positions de Jean-Claude Mailly, c'est-à-dire sur le travail plutôt consensuel, puis ensuite un raidissement, vous avez raison de dire que là il y a des petits rétropédalages, mais aujourd'hui... Oui, mais c'est pour tenir compte de sa base. Voilà, et aujourd'hui cette interview montre quand même qu'il y a une ouverture d'esprit parce qu'il y a un dialogue visiblement soutenu avec le pouvoir. J'ai noté sur l'assurance chômage, ce qui jouera peut-être aussi, c'est si vraiment, effectivement, l'État cherche à reprendre complètement la gestion de l'assurance chômage, où là, il peut y avoir peut-être un front commun, organisation syndicale de salariés et patronale, puisqu'ils sont quand même assez attachés au fait de garder la main là-dessus. J'ai noté une phrase sur l'apprentissage qui vous concerne en région, tendu avec les régions. Les problématiques d'apprentissage. Pourquoi Jean-Pierre Vacher? On l'a vu par exemple avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, où Laurent Wauquiez, lors du précédent plan mis en place par le précédent gouvernement avec François Hollande et Manuel Valls, sur la formation des chômeurs, Laurent Wauquiez l'a balayé d'un revers de la main en disant nous on veut travailler au cas par cas, en direct, sans avoir des ordres qui viennent du gouvernement de Paris. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas accompagné le précédent plan et donc on a vu la mobilisation du préfet pour faire quand même la déclinaison régionale de ce plan de formation des chômeurs, mais effectivement il y a un certain nombre de régions. Alors le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes est peut-être un peu particulier, mais effectivement des régions qui veulent garder la mainmise là-dessus. Michel Richard, là-dessus. Oui, pourtant, évidemment, ça semble une logique que ce soit les régions qui soient les mieux à même de mesurer les besoins, des problèmes. Exactement, les besoins de formation et donc d'emploi. Il est évident qu'elles savent mieux ça qu'un pouvoir central qui n'a qu'une vue plus lointaine. Donc, que les régions puissent ne pas vouloir s'en mêler, si je puis dire, est une incongruité. Un chiffre intéressant quand même sur la formation professionnelle, sur les 32 milliards d'euros de la formation professionnelle. Il dit Jean-Claude Mailly, nous, les organisations syndicales, les partenaires sociaux, nous n'en gérons que 6 milliards.
Oui, alors écoutez, moi j'ignorais ce chiffre. Moi aussi. Franchement, je ne sais donc pas du tout quelle est sa validité. Il clignote, ce chiffre, il clignote. Je ne la mets évidemment pas en cause. Mais là encore, intéressant son discours, parce que il dit bien, et Dieu sait que nous connaissons ça depuis des années, que c'est un foutoir innommable, la formation professionnelle. C'est un des principaux... Il suffit de créer une société sur Internet de formation professionnelle, a-t-il dit, et on devient formateur. Je pense qu'il a clairement raison quand il dit, voilà, n'importe qui peut se déclarer organisme de formation. Il y a certainement des choses à revoir, et notamment sur l'évaluation et le contrôle. Il y a effectivement du ménage à faire, et il est heureux que le leader d'une des principales centrales syndicales le dise aujourd'hui. On aurait aimé qu'il le dise hier et avant-hier et avant-hier, et que même il fasse en sorte que le ménage soit fait, parce que c'est gravissime de consacrer beaucoup d'argent public à des formations qui sont bidons et qui engraissent des organismes qui sont fantômes. Fantômes d'ailleurs, pas tellement que ça, dans la mesure où beaucoup de ceux-là font du financement syndical ou autre. Il faut le dire aussi, c'est une chose que n'a pas dit M. Mailly, mais enfin c'est bien connu que la formation professionnelle alimente et abonde les syndicats. Un petit mot sur lui, Jean-Claude Mailly. Donc il va quitter le secrétariat général de Force ouvrière au mois d'avril. Est-ce que ça lui laisse une liberté de pouvoir dire des choses qu'il ne pourrait peut-être pas dire s'il était candidat à sa propre réélection, Jean-Pierre Vachey? Oui, puis c'est peut-être l'occasion aussi de pouvoir faire d'autres... d'avoir une nouvelle orientation professionnelle. Pas de mission de la part du gouvernement, a-t-il dit. Oui, je n'en aurais pas. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que... une des anciennes dirigeantes de Force ouvrière qui lui était très proche fait partie du cabinet de Madame Pénicaud. Non, mais on a vu avec Edmond Baird qui est décédé très récemment, voilà, qu'il avait eu une autre vie après la CFDT, patron de VVF entre autres. Donc je pense qu'il aura sans doute d'autres activités puisqu'il est encore jeune, même très jeune. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire après. Merci beaucoup Jean-Pierre Vachey, directeur d'antenne de TLM Télé Lyon Métropole, la chaîne TNT du Grand Lyon, partenaire de cette matinale d'info. Merci Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre. On retrouve d'ailleurs votre papier sur le midilibre.fr chaque dimanche soir et chaque lundi. On passe au Zap Monde, les territoires du monde, ce qu'il s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ensemble. En remportant largement les élections législatives de ce dimanche, le parti de Shinzo Abe obtient 311 sièges sur 465 au Parlement, laissant le champ libre au Premier ministre sortant pour défendre sa volonté de réformer la constitution pacifiste japonaise, après une campagne électorale marquée par la menace nord-coréenne. Cette élection concernait premièrement la menace nord-coréenne. Il s'agissait aussi de parler de la baisse du taux de natalité. Mais la menace nord-coréenne est la plus grande menace de tous les temps. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, il sera trop tard. C'est une crise nationale qui ne peut pas attendre. Robert Mugabe est à la tête du Zimbabwe depuis bientôt 40 ans. Mais sa carrière d'ambassadeur de l'OMS aura, elle, été express, 4 jours seulement. Après l'annulation de sa nomination ce dimanche par le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce dernier a cédé sous la pression du scandale qu'il avait lui-même provoqué mercredi en demandant à l'autoritaire président du Zimbabwe de servir comme ambassadeur de bonne volonté pour lutter en Afrique contre les maladies non transmissibles comme l'asthme et les attaques cardiaques. Dans ces territoires morcelés où la forêt peu entretenue arrive aux portes des villages, l'eucalyptus est comme une torche posée devant un bidon d'essence. Les politiques de démantèlement des services de gestion et de protection des forêts ont servi d'étincelle. Le résultat de cette monoculture de l'eucalyptus, du réchauffement climatique et des politiques publiques inefficaces, ce sont tous ces morts et ces forêts portugaises qui sont en train de disparaître. 63. Un enseignement bilingue, public et gratuit de la première primaire jusqu'au bac. Berlin a lancé ce concept en 1992. Aujourd'hui, 7000 élèves en profitent avec des filières dans 9 langues différentes. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous.